soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire que TechnoFuturTech a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Un webinaire qui s'inscrit dans un cycle digital marketing qui se termine aujourd'hui. On a parlé du marketing des émotions, on a parlé du social selling et on a parlé aussi de ce vieux concept qu'est le marketing mix et de son évolution avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va passer peut-être à la partie un petit peu plus contraignante qui est celle des obligations légales du RGPD et tout ce qui concerne finalement votre marketing digital pour que ce soit fait dans les règles, dans les clous, être 100% aux normes. Il ne me reste plus qu'à accueillir notre invité du jour, notre même, je vais dire éternel invité, mais notre compère Jacques Follon, professeur en marketing digital, expert en RGPD aussi. D'ailleurs, Dominique, te remercie pour ton Oui, livre, ça fait car tu as passer. sorti un ouvrage, justement, enfin plusieurs même, Alors, sur le RGPD, Jacques. ben oui, le guide pratique 2025, donc c'est déjà la quatrième édition. Et je suis déjà en train de travailler la 2026 d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler des contraintes légales, hein, ces fameuses contraintes. Je vais afficher tes slides, Jacques, Ben sans plus oui, tarder, parce que tu as mis ton petit timer à côté de toi, parce qu'on a beaucoup de oui. choses à dire, il y a énormément de choses. Donc, je te propose, sans plus attendre, de commencer avec une petite slide, hein, où on peut Bah, retrouver tes différentes coordonnées, tes différents ouvrages, un petit QR code si vous voulez retrouver Jacques sur LinkedIn, j'imagine entre autres, oui. entre autres. Et puis, on va commencer. Donc voilà, une belle table des matières bien fournie. C'est l'occasion pour moi de lancer le tout premier sondage, puisqu'on va parler des influenceurs et on vous pose la question déjà, à votre avis, est-ce qu'il existe une réglementation spécifique pour les influenceurs? Donc, je vous mets la petite slide. J'ai fait ton boulot, hein, Jacques, mais Ok, après, je te laisse la parfait. main. Pendant que vous répondez à cette question, alors moi je ne sais pas s'il existe, j'en ai aucune idée, Jacques, mais en France, il y a énormément d'influenceurs là qui viennent d'être auditionnés à l'Assemblée nationale. Moi, mon fil d'actu, c'est tous des influenceurs qui se font auditionner, à l'Assemblée nationale, pour Oui, il savoir. y a eu pas mal de réflexions par rapport à ça. Notamment, on est beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la transparence, Mmh. etc. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, tout le monde sait bien que les influenceurs sont évidemment payés par les produits, mais c'est un métier qui est un peu à part et en particulier du fait que il y a pas mal, enfin, on connaît bien les influenceuses de Dubaï, mais que évidemment on est sur Internet, donc dans un espace international, et donc c'est un peu compliqué de nouveau de réguler tout ça et de protéger les consommateurs par rapport à notamment des produits, parce qu'il y a eu notamment des influenceurs qui vendaient des médicaments ou qui vendaient des produits parfois à la limite de la légalité, des contrefaçons, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même une volonté de réguler un peu tout ça. Ouais, c'est ça, tout ce dropshipping aussi, hein, qu'on voyait. Absolument. Alors, je vais faire un petit tour du côté, des résultats du sondage. Donc vous pouvez toujours voter parce qu'il y a pas beaucoup de monde là qui vote, hein. Vous êtes quand même un peu plus nombreux que ça, donc n'hésitez pas à faire, entendre, votre voix. Alors pour 60 d'entre vous, oui, il existe une réglementation spécifique, 40, enfin c'était peut-être 40 tout à l'heure, là ça c'est en Ça train de bouge, bouger. ouais. Mais donc la majorité pour l'instant nous dit oui. Après c'est pas une énorme majorité. Parce qu'on nous dit, dans le chat: «Je pense qu'en Belgique, rien n'est défini» et Christophe nous dit: «Oui, dans le CDE, on a modifié la réglementation publicité». Donc Jacques, je te propose Ouais. qu'on fasse un peu la lumière sur cette fameuse réglementation influenceur. On va parler effectivement des influenceurs et donc il y a des réglementations européennes par rapport à ça. Donc il y en a 2 qui sont assez anciennes, qui sont la directive sur le commerce électronique et la directive sur les services de médias audiovisuels qui déjà, imposaient, mais ça c'était global pour l'ensemble de la publicité sur le commerce électronique, de mentionner les partenariats commerciaux et donc de bien faire la différence entre l'information et la publicité. Et puis, on a 2 réglementations plus récentes qui sont le Digital Services Act et le Digital Market Act qui, eux, proposent d'aller plus loin, notamment dans les obligations pour les influenceurs et les plateformes. J'ai repris d'ailleurs un certain nombre d'informations d'un article qui a été publié sur la plateforme de Fidel, qui est un cabinet d'avocats qui suit ça très bien. Il faut toujours rendre à César et on va passer un peu en revue justement cette réglementation. Alors, les influenceurs, c'est des créateurs de contenu en termes de marketing, bien entendu. Et donc, il est assez logique qu'ils acceptent une certaine responsabilité de ce qu'ils publient, et notamment par rapport aux produits. Il y a quand même pas mal de réglementations qui existent sur la responsabilité des producteurs en cas de produit. Si vous vendez un produit qui vous expose à la figure, évidemment, celui qui, Mmh. à qui vous l'avez acheté est quand même un peu responsable. Donc,
Ils ont une obligation de s'assurer que leur contenu est approprié, non trompeur, donc il faut que la publicité soit quand même relativement équilibrée et conforme à la loi. Alors le problème de conforme à la législation, laquelle? Il y a ça. Sachant qu'en fait, on est sur internet dans un univers qui est évidemment un univers mondial, et avec des réglementations Mmh. qui ne sont pas toujours coordonnées, même en Europe quelque part. Et donc, quand il y a des partenariats, clairement, quand les annonceurs sont payés pour faire de la publicité, ben, il faut qu'ils le mettent clairement, comme vous avez, par exemple, si vous lisez encore la presse de temps en temps, vous avez des choses qui Mmh. apparaissent comme publi-reportage, C'est ça. et c'est clair que c'est un annonceur qui a payé pour avoir 2 pages à cet endroit-là, clairement. Alors, les plateformes en ligne, ben, on leur demande, et notamment dans les 2 dernières directives, d'avoir plus de clarté sur le fonctionnement de leurs algorithmes de recommandation. Et ça, évidemment, avec l'arrivée de l'IA, il y a une volonté de transparence dans les algorithmes. Il faut que le consommateur Mmh. comprenne pourquoi, quelque part, on lui donne cette publicité-là, sachant que si Adrien et moi, on regarde la même plateforme en même temps, ben, tenant compte de nos historiques respectifs, on n'aura peut-être pas la même publicité, mais il est important qu'en fait, on puisse comprendre pourquoi, comment on est arrivé à ça et sur quelle base, quelque part. Et donc, autre élément important, c'est que les consommateurs peuvent réagir. Donc, il y a des mécanismes pour signaler des contenus illicites et réagir par rapport à ça. Et les plateformes sont tenues de surveiller les publications. Alors, là, il y a un gros débat sur la responsabilité des plateformes parce qu'ils sont ce qu'on appelle les hébergeurs. Donc, d'une certaine Mmh. façon, bah, ils ne sont pas responsables de leur contenu. Donc là, on leur demande d'aller un peu plus loin. Et alors, il y a des gros débats éthiques qu'on ne fera pas aujourd'hui sur supprimer les contenus non conformes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu non conforme? C'est une excellente question Mmh. que je me remercie d'avoir posée, parce que qui va décider ce qui est conforme? Alors, conforme à quoi? À quelle réglementation? Sachant que certains produits sont autorisés dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, on peut très bien faire la publicité pour un produit qui est légal en Italie, mais pas en Belgique. Enfin, ça pose quand même pas mal de problèmes. On a le même débat sur les fake news, c'est parce que qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Donc, pour donner un peu l'idée, c'est finalement qui va décider? Ben, en fin de compte, ça sera le tribunal local qui prendra la décision. De l'interprétation comme Voilà. toujours, nous dit Dominique. Alors en Belgique, on a une proposition de loi qui date de 2023, mais qui est toujours pas passée en application, et donc qui voulait aller dans le même sens, protéger les abonnés. C'est un peu basé sur la loi française d'ailleurs, en garantissant une meilleure transparence, et cetera, interdisant la publicité de certains produits comme la chirurgie esthétique, les produits financiers à haut risque, les traitements médicaux, et cetera, les produits de tabac, les jeux de hasard et une protection des enfants. Donc, tout le monde va un peu dans le même sens, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui est important, c'est quand même de préciser qu'on est quand même dans un marketing qui fonctionne bien. On est dans un marketing d'influence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut influencer les Mmh. consommateurs. Ben, on a eu un webinaire avec Étienne Gonzette sur le marketing des sentiments. Mmh. Donc, ça va quand même assez loin en termes de, je dirais presque de manipulation du consommateur pour qu'il l'achète. Et donc, c'est assez logique quelque part qu'il y ait un encadrement par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a des tas de réglementations dans les différents pays européens qui sont proches mais pas équivalentes et qui posent d'ailleurs des problèmes aux Mmh. influenceurs, puisque en fait, quand on a un influenceur qui évidemment a envie d'avoir l'audience la plus large possible, si on a un influenceur belge qui dit ben, moi j'aimerais bien, je sais pas, avoir des personnes qui me suivent ou des followers dans toute l'Europe, sinon le monde entier, Mmh. ben, ça ne va pas être évident d'être le conseil juridique de cet influenceur pour lui expliquer qu'en Italie, il Bien peut faire sûr. ça, en Allemagne, il peut faire autrement et qu'au Qatar, il peut faire autre Il chose. devra segmenter ses présentations ou Mais enfin oui, donc cibler, c'est c'est compliqué. quelque part, tout le monde recherche un peu alors pour une fois, parce que on est un peu confronté, on en parlera un peu, à une avalanche de réglementation au niveau européen, mais ici, franchement, ça serait pas mal qu'on mette un peu d'ordre et qu'on C'est ça. coordonne un peu tout ça. Ouais, parce que comme tu le disais, il y a plein de, allez, de particuliers qui ont perdu des sommes colossales parce qu'ils ont suivi, des monnaies, des faux bitcoins et cetera, enfin Absolument. des monnaies, des cryptomonnaies, Oui, voilà, je ne retrouvais plus le mot. oui Heu et voilà, il faut encadrer tout ça quand même. c'est clair. Tu voulais aussi, taper sur le clou, de quelque chose, qui est assez, connu dans le monde du marketing, mais qu'on ne respecte pas toujours, ce sont les fameux cookies. Oui, alors bon, c'est un rappel parce qu'on a déjà parlé, quelques fois, mais c'est vraiment important et là, il y a pour une fois des sanctions réelles qui ont été mises en place. Donc c'est un Xème rappel et je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais entre l'entendre et le mettre en place, donc il y a encore malheureusement beaucoup de sites, en Belgique qui s'en fichent complètement, et c'est important. Alors c'est
la réglementation qui s'applique, c'est le RGPD. Alors, il y a une autre réglementation dont on parlait, qui est la réglementation e-privacy, dont la Commission européenne, il y a quelques jours, a décidé qu'on allait la reporter à plus tard, c'est-à-dire probablement jamais. Donc, on a une vieille directive e-privacy qui reste toujours en application. Mais globalement, ce qui est important, c'est que les cookies, finalement, sont des données personnelles. Et donc, le RGPD s'applique par rapport à ça, et donc c'est important de le dire. La base légale pour utiliser les cookies, c'est le consentement. Et le consentement, et j'ai souvent tendance à dire ça à mes étudiants, Mmh, mais c'est un peu comme en matière sexuelle, c'est que quand c'est pas oui, c'est non. c'est ça. Et donc, il n'y a pas de consentement implicite, et c'est pas parce que j'ai rien dit que je suis d'accord. Donc, il faut vraiment le marquer, et en particulier le faire de façon formelle, c'est-à-dire en cliquant réellement. Donc, le consentement, c'est une démarche active. Ça veut dire que le consommateur doit vraiment cliquer sur un truc en disant je suis d'accord, je choisis les cookies, ou je les refuse d'ailleurs, ou je veux les paramétrer. Il doit être informé, ça veut dire qu'il faut qu'on appelle une cookie policy dans le site, généralement en bas de page, qui explique d'abord ce que c'est qu'un cookie, Mmh. comment ça fonctionne, comment le désactiver, ce que ça veut dire, et généralement la liste de tous les cookies que le site met en place, consentement spécifique et libre et exempt de contraintes. Alors, il y a un truc qui, j'en ai pas parlé parce que ça, c'est tout, je ne parlais pas dans les slides, mais c'est tout frais, Mmh. c'est qu'il y a une demande de l'Allemagne, enfin, d'un tribunal allemand à la Cour de justice, pour savoir si, notamment dans les privacy policy et probablement dans les politiques cookies, si le fait de dire qu'on l'autorise pour nos partenaires de marketing, le mot partenaire Mmh. suffit, sachant qu'en fait, il y a eu une autorité allemande qui a condamné parce qu'elle considérait que partenaires, ce n'est pas suffisant, il fallait les mettre tous. C'est ça. Ce qui est dans la réalité absolument impensable, puisque assez souvent, les cookies sont gérés parfois par des régies publicitaires ou des agences, et que donc si le site doit chaque fois mettre à jour, ça veut dire que, imagine Adrien que tu es allé voir un site hier, Mmh. tu as donné ton accord, après-demain, ils ont un partenaire de plus. Mais ils doivent venir te demander si tu es d'accord, parce que tu as donné ton Mmh, consentement ouais. avant. Alors, évidemment, on peut mettre en place une manière systématique, c'est-à-dire que si tu retournes la prochaine fois sur le site, tu vas accepter, C'est y ça. compris les nouveaux. Mais d'un autre côté, bon, ça oblige de mettre en place une barrière de cookies à chaque Mmh. visite, ce qui est un petit peu embêtant quand même pour les C'est ça. consommateurs. Donc, on est dans quelque chose qui est logique quelque part, c'est d'informer le consommateur, mais d'un autre côté, ça oblige Mmh. d'avoir cette bannière de cookies sur laquelle on passe son temps à cliquer si on se balade un peu Mmh. sur Internet. Et on voit parfois, dans certaines, justement politiques d'acceptation, d'un côté, on peut cocher consentement et d'autres, qui est décoché et il y a intérêt légitime aussi. C'est quoi un peu la différence entre les 2? Alors, l'intérêt légitime, c'est une des bases légales. Et pour les cookies, ça ne marche pas. Donc là, c'est une erreur si on met ça, parce que le cookie, c'est vraiment du consentement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le consommateur soit informé. Donc, il n'y a pas d'intérêt légitime au niveau des OK. cookies. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a et on en reparlera tout de suite, c'est qu'il y a des cookies, je dirais, obligatoires, comme les cookies Mmh. session, par exemple, le fait que, bah, que tu mettes quelque chose dans ton panier et puis tu passes à la page suivante, bah, bien entendu, il vaut mieux que ça reste dans le Ouais. panier. Donc, ça, c'est un Les cookie. cookies fonctionnels quoi, C'est finalement, ça, les cookies nécessaires. fonctionnels, bon, ça, clairement. Mais pour le reste, il faut vraiment une acceptation. Donc, l'intérêt légitime, il n'y a pas du tout d'application là-dedans. Donc spécifique, donc il faut participer, expliquer qu'on accepte effectivement les cookies, et exempt de toute contrainte. On y reviendra tout de suite sur ce qu'on appelle les cookie walls, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le consentement, ben, il faut donc toute une information claire. Ça, vous pouvez retrouver, et il est bien fait, enfin il paraît qu'il va changer, mais le site de l'APD est assez bien fichu en ce qui concerne les cookies. Donc vous avez toute l'information par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est qu'il faut garder le consentement, c'est-à-dire que vous devez avoir la preuve que le consommateur a bien cliqué là-dessus. Alors, on en parlait il y a 2 minutes. Les cookies qui décident pas de consentement, c'est donc les cookies fonctionnels, où là, clairement, ben, le site ne fonctionne pas s'il n'y a pas de cookies Mmh. fonctionnels. Donc, c'est par exemple les cookies de langue. Vous allez sur un site, vous dites que vous parlez français, ben, la fois prochaine, il ne faut pas vous le redemander. Mais ce n'est pas extrêmement intrusif, et donc ça, on considère que ça va. Euh, les cookies d'achat, par exemple, le fait d'avoir les choses dans votre panier, bah oui, évidemment, ça ne pose pas de problème. Alors, le fait de, parce que ça malheureusement, ça pose quelques problèmes. Le fait de ne pas ni accepter ni refuser, est-ce que ça veut dire qu'on a accepté? Ben, je dis non, il n'y a pas de consentement implicite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains
certaines agences subtiles ont décidé de mettre une énorme bande de cookies en plein milieu de la page, de façon à la rendre totalement invisible, ou quasi, ce qui n'est pas illégal, D'accord. et qui force quelque part le consommateur au moins à choisir, puisqu'en fait, il ne verra rien s'il continue sa navigation. Et donc, au moins, ben, comme ça, au moins, il doit choisir. Et ils disent d'ailleurs que le taux d'évidemment de clics sur ces barrières est évidemment plus important, parce que finalement, on ne voit rien, bien entendu. Très important aussi, faites attention aux cookies des réseaux sociaux, puisque ils ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où on a donné son accord. Et donc, quelque part, ils ne peuvent apparaître quelque part que plus tard, mais je reviendrai aussi. Donc, le fait de paramétrer les navigateurs par rapport aux cookies, est-ce que c'est un consentement? Non. Là, il y a plusieurs décisions qui ont été prises par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une obligation de consentement systématique. Conservation des cookies, on considère généralement 1 an, 13 mois, et cetera. Voilà, ça à vous de voir. De toute façon, comme toutes les durées de conservation, il faut le justifier. Donc, est-ce que vous avez Mmh. besoin d'eux? Et généralement, quand on discute avec les professionnels, ben, on n'a pas besoin de conserver des cookies plus longtemps que ça, donc ça ne sert à rien. Il y a eu des cookies, je dirais 30 ans, mais en 30 ans, on a changé 5 fois de Mac ou de PC, donc ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu attirer de nouveau votre attention là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes, et notamment nos amis de Non-Ever Business, Mark Schrems, qui est connu notamment pour avoir attaqué l'accord Europe-États-Unis, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure aussi, a déposé systématiquement des tas de plaintes en Europe contre toute une série d'organisations parce que les barrières de cookies sont trompeuses, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne prévoit pas, ne propose pas aux consommateurs un équilibre entre accepter, refuser, paramétrer. J'y reviendrai tout de suite. Et donc, il y a effectivement des plaintes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut, et c'est de nouveau sondage, est-ce qu'on peut tenter de forcer un peu le consentement aux cookies? Bon, je pense qu'on a donné un petit peu la réponse, mais on va vous attendre dans l'onglet sondage. En attendant, on a des questions, hein, qui sont arrivées parce que Ouais. les cookies, bah, voilà, apportent leur lot de questions. Je pense à celle de Dominique, s'il vous plaît, mettez-les dans l'onglet questions, c'est plus simple, pour nous. Mais j'ai vu celle de Dominique. Qu'est-ce que tu penses de compliance pour la gestion de consentement des cookies? Il y a pas mal d'outils, on va pas commencer à toutes les analyser. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'il faut une bannière qui propose, et on y reviendra tout à l'heure, vraiment avec la même couleur, les trois possibilités, que vous ayez un accès aux cookies, que les Mmh, cookies soient détruits au bout d'une période que vous déterminez, et que vous ayez la preuve des consentements. Ça, c'est vraiment le mmh, cahier de charge, et je dirais la plupart des bannières le font. Il faut faire attention que en fait, l'APD a été très claire par rapport à la présentation graphique, je dirais, des cookies, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, il y a parfois certaines boîtes françaises qui proposent des choses qui sont valables en France, mais pas ouais, c'est nécessairement ça. acceptées en Belgique. Question de Virginie, est-il nécessaire de mettre en place une politique de cookies sur un site vitrine dans lequel on ne récolte pas de données? Ben, je vais peut-être reformuler la question de Virginie. On peut très bien avoir un site sans cookies. OK. Si on a un site sans cookies, ce que je vous recommande, c'est de mettre, et on a par exemple dans certaines associations professionnelles où il y en a pas, c'est de mettre une petite phrase en haut ou en bas du site en disant ce site ne récolte aucun cookie autre que des cookies fonctionnels. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Par contre, quand Virginie passe de site vitrine, c'est un site dans lequel on ne collecte pas des données, mais est-ce qu'il y a des cookies? S'il y a des Mmh. cookies, ben, il faut une politique cookies en bas d'autres cookies. Donc, les OK. 2 sont différents. Que la collecte de données nécessite en fait une politique de vie privée avec un consentement ou un contrat suivant si c'est un achat, par exemple, des choses comme ça. Donc là, il y a une politique de vie privée, une base légale qui doit être mise en place pour la collecte de données. Par contre, les cookies, alors s'il n'y en a pas, ben, il faut, je conseillerais de mettre en place une petite phrase disant qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a, ben, il faut Mmh. effectivement tout mettre, même si on ne collecte pas d'autres données. Est-ce qu'il faut, question de Dominique, ajouter une explication à comment procéder à l'effacement des cookies? Oui, moi je le recommande de le mettre dans la politique de cookies. C'est d'expliquer. Et alors, il y a aussi un lien qu'on met souvent qui est un site qui s'appelle All About Cookies, qui est un site en anglais, mais qui lui explique tout ça. Et généralement, OK. ça permet, parce que l'avantage de All About Cookies, c'est qu'ils se mettent à jour tout le temps. Et ça permet de vérifier ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours, quand on fait des politiques de vie privée et autres,
c'est penser que le consommateur, en fait, il n'y connaît rien, et donc il faut tout Mmh. lui expliquer. Donc, il faut Effectivement. expliquer ce que c'est qu'un cookie, comment on les désactive dans son navigateur, etc. Voilà pour les réponses aux questions et à notre, réponse, de sondage, est-ce qu'on peut tenter de forcer un peu le consentement aux cookies? Non à 80. Bah, c'est bien. Donc il y a encore 20 de pirates, mais et encore, c'est pas tout à fait vrai parce que, hem, je vous en parlais il y a 2 minutes. C'est vrai qu'il y a des sanctions maintenant qui sont mises en place, mais on se focalise beaucoup sur la façon de présenter. Alors, par exemple, RTL s'est fait condamner parce qu'il y avait 2 Mmh. possibilités, donc il y a une seule option, en savoir plus, accepter, fermer. Alors que en fait, l'APD dit: «Non, non, il en faut 3 Ouais, clairement, c'est accepter, refuser ou paramétrer». Maintenant, ce bandeau cookies, bah, effectivement, certaines agences créatives ont considéré qu'en fait, il n'y avait pas de raison de le mettre en tout petit en bas, mais de le mettre effectivement en grand, de mmh, façon à, en tout cas, non pas forcer le consentement, mais forcer la c'est décision. ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de continuer à regarder un site, mais j'ai pas envie. OK, ben, je mets non et puis je continue. Et puis le site, à ce moment-là, et on le verra tout de suite, Mmh. peut éventuellement réagir par rapport à ça. Donc là, il y a eu une décision claire, notamment par rapport à RTL, pour dire que là, il y a eu effectivement des sanctions, parce qu'ils ont eu quand même 25 000 € d'amende, et il y en a d'autres. Alors, faites attention à ce qu'on appelle les dark patterns. Ça, c'est connu, hein. Oui, donc ce sont tous les moyens pour essayer justement d'influencer le consommateur en mettant une couleur qui est plus attirante pour le «j'accepte», ou une couleur négative pour le «refuser», ou éventuellement en ne Mmh. mettant pas les 3 possibilités. Donc ça, c'est clairement interdit. Il faut vraiment arriver aujourd'hui à avoir, ce que vous voyez ici en bas, donc les 3 possibilités. Donc c'est tout accepter, tout refuser, paramétrer. Et quand on clique sur paramétrer, on doit arriver sur une page sur laquelle on a effectivement la Tous les liste des réglages. partenaires, et on peut les refuser éventuellement par catégorie. Mais le problème, c'est que le nombre de quand vous voulez paramétrer, ça prend un Mmh. temps fou. Hier ou avant-hier, j'étais arrivé sur un site d'un organe de presse français, ils avaient 350 C'est ça, partenaires. hein. Et Donc d'où si ma vous question de tout à l'heure, c'est que parfois justement, il y a tous ces partenaires et il y a d'un côté, intérêt légitime et consentement et donc, il y a déjà énormément de Oui. données et en plus on s'y retrouve pas sur qu'est-ce que l'intérêt légitime, qu'est-ce que le consentement, enfin quelle est la différence entre les Mais 2 donc en fait, on s'y perd un peu finalement. dans le RGPD, il y a 6 ce qu'on appelle bases légales, c'est-à-dire les 6 raisons pour lesquelles on peut collecter des données. Il peut y avoir une obligation légale, par exemple, le ministère des Finances, impose qu'on donne des informations pour payer ses impôts, c'est bien dommage. On aimerait mieux que ce soit le consentement dans ce cas-là. Donc obligation légale. Mission d'intérêt public, ça c'est quand on donne à un organisme public une mission dont de traiter les données. Le consentement, et donc consentement, c'est que vraiment quand je suis d'accord ou pas, et je peux retirer mon consentement quand je veux. Le contrat, par exemple, quand on achète quelque chose en ligne, c'est un contrat de vente en ligne, et donc là, on est dans un cadre contractuel et on signe le Mmh. contrat, et donc dans ce cadre-là, le partage de données. Et puis on a l'intérêt vital de la personne concernée, bon, bah, c'est moins utile. Et alors on a un peu la boîte poubelle qui est l'intérêt légitime. Il y a d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, des guidelines qui ont été publiés par l'European Data Protection Board, à ce sujet, et qui sont assez bien foutus. J'en ai parlé d'ailleurs dans un webinaire précédent. Heu et en fait, l'intérêt légitime, c'est quand il y en a aucune des 5 autres qui me fonctionne, et qu'on estime qu'il y a un espèce d'équilibre entre les attentes raisonnables de la personne et du responsable de traitement. Et l'exemple que je donne souvent, c'est, ben, imaginons Technofuture qui décide de fêter ses, je ne sais pas moi, 80 ans. Je ne sais pas depuis quand, Techno C'était existe. les 25 ans l'année passée, Ben je voilà, ben crois, ils veulent fêter les 30 ans, dans 4 ans, et ils décident pour ça d'inviter des tas de gens, des anciens formateurs, des anciens participants, des anciens membres du personnel. Ils n'ont aucun lien avec ces gens, et donc là, c'est de l'intérêt légitime quelque part, puisqu'en fait, ils ont envie d'inviter ces gens, l'intérêt légitime, et de notre côté, ceux qui sont invités, ben ils trouvent ça relativement normal d'être Mmh. invités, et donc quand il y a cet équilibre-là, ça va. Le fait de dire: «C'est mon intérêt de vous contacter parce que j'ai envie de vous vendre des trucs», c'est C'est moins ça. clair. OK, effectivement. Question de Christophe qui demande: «Que penser de la pratique de certains qui respectent le refus, mais ils adoptent des pratiques comme par exemple le fait de vous obliger très régulièrement à vous réidentifier,
qu'en fait Roularta dans ses newsletters quand vous cliquez sur les articles. Pas vraiment dark pattern, mais dark practice. Alors, c'est le problème des organes de presse, c'est compliqué parce qu'en fait, ils ont, on en parlera encore tout à l'heure aussi, Mmh, c'est que, bah, d'abord, ils ont des sites à réelle valeur ajoutée, puisqu'ils mettent des articles, en ligne et que ces articles en ligne, bah, ils ont des nécessités comme ça un certain temps. J'en sais quelque mmh, chose, j'ai fait des chroniques dans le soir, donc on fait pas un article en 3 minutes, donc a priori, ça a une certaine valeur et donc ils considèrent que, bah, puisqu'ils vous proposent ces articles, alors ou bien ils les réservent aux abonnés, ou bien ils vous demandent de payer mmh, 1 €, ou 2 €, 5 € l'article, enfin à voir, soit de vous identifier par exemple pour une newsletter, enfin, il y a une espèce d'échange et là malheureusement il y a des jurisprudences extrêmement ouais, différentes suivant les pays. On en parlera tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de voir c'est assez logique quelque part qu'ils aient droit à quelque chose parce que, bah, mettre en fait tous ces articles et cetera gratuitement alors que leur but c'est de les vendre quelque part, mmh, bah, il y a une certaine logique. Alors, il y a parfois de la zone grise, donc je ne connais pas, le système de en plus je suis abonné, sur un certain nombre de revues dont traîne chez Roularta, donc voilà, peut-être moi en tout cas, moi j'ai jamais été confronté à ça, OK. mais ce qui est important, c'est de vérifier effectivement, heu si on vous demande de vous identifier, mais en tout cas, vous devez savoir ce qu'on fait avec vos données. Donc, il doit y avoir Mmh. une politique de vie privée quelque part qui dit, bah, vous vous identifiez et on vous enverra une newsletter ou autre, par exemple. Et comme tu l'as dit, ça varie souvent, suivant les pays, Ouais. hein. Alors, il y a une confusion sur les barrières de consentement. Il y a une étude qui a été faite par, par None of Your Business et l'European Center for Digital Rights et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous voyez en fait les différents types de catégories, pour les bandeaux de cookies, qui sont acceptés dans certains pays quand c'est une petite, flèche verte et quand c'est une croix rouge, c'est refusé. Vous voyez bien que voilà, c'est un peu compliqué et donc c'est vrai que pour des sites européen ou destiné à plusieurs pays européens, c'est effectivement très compliqué de mettre en place et il faut en tenir compte. Alors, ce que l'APD recommande clairement, c'est donc, si on commence en haut à gauche, c'est vraiment et d'ailleurs, c'est ce que l'APD fait. Donc, j'ai vraiment fait un copier-coller du site de l'APD. C'est qu'ils expliquent ce que c'est des cookies. On a les trois. Donc, continuer son analyse, continuer avec l'outil ou paramétrer. Donc, ça, c'est clair. Une politique d'utilisation des cookies qui doit être accessible facilement, en bas de page par exemple. Vous avez en bas à droite l'utilisation des cookies et puis vous avez vraiment sur le site facilement la possibilité Mmh. d'accéder à cette politique cookies. Ça, c'est vraiment, je dirais, le bon élève. Bon, il manquerait pour J'allais ça. dire, il manquerait plus que ça. Oui, c'est un peu ça. C'est clair qu'ils doivent un peu montrer l'exemple, clairement. Et donc, vous avez même quasiment un modèle de politique d'utilisation des cookies. Faites un copier-coller de celui de l'APD, adaptez-le un peu par rapport à vous, et là, vous serez en règle et vous ne risquez rien. Mais voilà, on aura martelé sur, le clou des cookies, mais comme tu l'as dit, tu vois encore beaucoup trop d'écart à ce niveau-là. Ouais, malheureusement, c'est assez souvent le cas. Et je dois dire, quand on discute au niveau marketing, les rats, c'est oui, mais bon, voilà, bref. Alors, les plugins des réseaux sociaux, c'est important parce qu'en fait, tous ces boutons, j'aime, Facebook, LinkedIn, et cetera, heu, il est important de ne pas les mettre sur la page d'accueil. Pourquoi? Mais parce que, de nouveau, il faut un consentement et donc si vous les mettez, ça veut dire qu'ils vont automatiquement aller commencer à collecter des données, les fameux cookies tiers et donc, ne les mettez que ne les faites apparaître qu'à partir du moment où la personne a donné son consentement, soit sur la deuxième page, soit après, l'activation des cookies. Et n'oubliez pas, j'en ai déjà parlé dans des webinaires précédents aussi, que quand vous utilisez professionnellement des plateformes de réseaux sociaux, vous avez une obligation de, comment dirais-je? D'être co-responsable de traitement, c'est-à-dire que vous devez publier sur les, plateformes de réseaux sociaux votre politique un lien vers votre politique de confidentialité ou de protection des données. Puisque moi, utilisateur de, enfin X, Facebook, Insta ou autre, quand j'arrive sur votre page, je dois savoir ce que vous faites avec mes données et donc il doit y avoir quelque part un lien vers cette politique de vie privée qui est une politique spécifique, qui n'est pas celle de votre site, mais qui est comment vous allez utiliser les données sur les réseaux. Et certaines autorités de protection de données vont même plus loin en demandant vraiment des explications extrêmement précises par rapport à ça. Mais au minimum, je dirais, c'est de montrer sur les réseaux que vous êtes co-responsable, donc vous publiez votre politique de vie privée.
montrer patte blanche à chaque fois, Absolument. finalement. On en a touché un mot tout à l'heure, le fameux Oui, cookie wall. les cookie walls. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est donc le cookie wall, c'est quand vous ne pouvez pas rentrer sur un site, sauf si vous acceptez. Et notamment, il y a beaucoup, d'organes de presse où c'est comme ça. Et en fait, ça a été considéré comme illégal par la majorité des autorités de protection des données, dont l'autorité française. Et le Conseil d'État français a, avec un raisonnement qui est assez logique, considéré qu'en fait, mais par exemple, un organe de presse qui Mmh, investit beaucoup dans justement ses journalistes, les publications, etc., il est quand même normal qu'il soit rémunéré mmh, gratuitement. Et donc, le Conseil d'État a considéré que bah, le fait de laisser collecter des données personnelles, c'était un peu une espèce de mmh, contrepartie pour l'accès aux informations c'est ça. du site. Bon, alors, Ça fait un peu jurisprudence, du coup. ben oui, et c'est clair que, enfin, on a quelques clients dans le secteur de la presse où on s'est dit qu'en fait, on pouvait tenter le coup quelque part Mmh, et de voir dans l'hypothèse où on serait condamné par l'autorité de protection des données, de voir ce que donnerait la jurisprudence en Belgique, puisque on peut toujours attaquer les décisions de l'APD devant la Cour des marchés et une bonne partie des décisions de l'APD d'ailleurs dans le passé ont été cassées par la Cour des marchés. Donc voilà, on mmh, a en tout cas des arguments qui me semblent c'est tout à ça. fait raisonnables. Et il est logique, je dirais, économiquement parlant, de dire que un organe de presse doit quand même Mmh, recevoir, et on c'est parlera un ça. peu des problèmes qu'ils ont aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA, mais qu'ils aient quand même un moyen de se rémunérer sur le contenu online. Mmh. Et puis on voit ça aussi, par exemple, je pense à tu as les médias, mais tu as des sites de recettes et cetera, que finalement, une fois qu'on arrive face à ce dilemme de d'accepter ou alors il faut être abonné, on a aussi le choix de dire: «Bah non, je ne Oui, vais pas sur cette page et je m'en vais». oui. Tant mieux, il y Mmh, a des concurrents aussi, évidemment. ouais. Donc voilà pour les cookie walls. Euh, alors, vaste sujet. Euh, On va déjà peut-être oui. clarifier ce que c'est un TCF, Mais en fait, PAL. c'est justement un modèle de présentation des cookies et autres qui avait été fait par l'IAB. L'IAB, c'est Internet Advertising Bureau, donc c'est l'organisme, il y a un IAB Belgique, il y en a dans tous les pays européens, donc il y a IAB Europe. Donc, ils ont mis en place un modèle de collecte qui avait été considéré comme illégal par l'APD. C'est arrivé jusqu'à la Cour de justice, c'est retourné à la Cour des marchés. Enfin bon. Donc, on a aujourd'hui une décision de la Cour des marchés dont on ne peut pas dire vraiment qu'elle simplifie la vie de tout le monde. Mmh. Enfin, on verra ce que les résultats du sondage disent. Mais voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même encore pas mal de discussions dans le Mmh. milieu à ce sujet-là. Donc TCF, c'est pour Transparency Consent Framework, c'est Oui, ça? c'est ça. Et donc on vous pose la question dans l'onglet sondage, on a très peu de réponses pour l'instant, donc on vous invite Mais ça ne m'étonne à y pas. aller. Donc est-ce que ces fameux, TCF sont-ils légaux? Pour l'instant, la majorité d'entre vous nous disent: «C'est compliqué», donc c'est pour ça que ça ne t'étonne Un pas. peu comme les statuts. Effectivement, une personne nous a dit que non, ce n'était pas légal. Donc il règne un flou visiblement majeur, d'où ta Oui. proposition de réponse de «c'est compliqué». Tu t'y attendais? Ben oui, c'est un peu ça. C'est un peu comme les anciens statuts Facebook, quand on apprenait qu'on était devenu célibataire parce que le statut était passé de en couple à c'est compliqué. Ici, c'était on ne sait pas et c'est compliqué. Et donc, on a eu ces fameux Transparency Consent Framework qui avaient été mis en place par l'IAB. Et donc, je vous ai remis tout l'historique qui a commencé par le lancement des Transparency Consent Framework, puis l'arrivée du RGPD, puis le lancement d'une deuxième version, puis d'une troisième, puis une décision de l'APD qui sait que c'est illégal, et puis il y a un plan d'action qui en tient compte de cette décidée, et puis il y a l'APD passe en revue le plan d'action, et puis il y a une troisième version qui arrive, et puis il y a une décision de la Cour de justice, et puis il y a une décision de la Cour d'appel belge, et puis maintenant une décision de la Cour des marchés. Enfin, alors, cette décision de la Cour des marchés, c'est intéressant, et je me suis permis de reprendre un certain nombre d'arguments de Pedor Kradok, qui a fait une excellente analyse de tout ça. Pedro Cado, que je vous recommande aussi d'ailleurs de suivre sur LinkedIn parce qu'il a des avis extrêmement pertinents sur plein de choses et notamment sur des aspects du marketing digital. Et donc, on a vu apparaître des gens qui ont dit c'est illégal ou c'est confirmé. Bon, et généralement par des gens qui n'ont pas nécessairement lu la décision. Je suis parfois d'ailleurs surpris de voir des commentaires sur LinkedIn qui suivent des décisions de 60 pages et dans le quart d'heure de la publication, alors qu'on n'a même pas eu le temps de la Mmh. lire. Je me souviens toujours Ils ont demandé à l'IA. il y avait eu
la décision de l'APD sur Fidelity, sur les cartes de fidélité. J'ai vu apparaître des commentaires sur LinkedIn. On avait la décision depuis 20 minutes. Les gens disaient ouais, c'est scandaleux, on a gagné, machin. Je dis, mais vous ne l'avez pas encore lu. Donc, enfin, voilà, bref. C'est vraiment Premier sur l'info. ouais, le premier sur l'info, absolument, même quand elle n'est pas bonne. Alors, d'abord, est-ce que ces chaînes sont des données à caractère personnel? Ben, oui, clairement. Et donc là, on a un certain nombre qui dit que finalement, on a des données personnelles. Maintenant, ce qu'on peut recommander, c'est vraiment de faire attention à vos politiques de collecte de données de façon à être certain que vous êtes en ligne avec ça et consulter des spécialistes pour être sûr que vous serez en ligne. Alors, un élément intéressant, c'est est-ce que l'IAB Europe est responsable conjoint? Alors, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous créez un standard, un code, vous devenez quelque part co-responsable du code. OK. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que ça pourrait freiner quelque chose que par ailleurs la communauté européenne aime beaucoup, qui sont les codes de conduite, où finalement, si un organisme crée un code de conduite, ça veut dire qu'il devient responsable avec tous ses membres du code de conduite en question. Donc ça, c'est quand même un peu problématique de considérer en fait que bah, l'objectif commun est de garantir la préférence de l'utilisateur de manière structurée, etc. Mais voilà, l'IAB n'est pas un organisme de traitement de données. C'est une fédération professionnelle, un Mmh. lobby du secteur Internet auprès de la Commission européenne. Donc, voilà, ça c'est un peu surprenant. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des recours contre certaines parties des décisions. Peut-être que le feuilleton n'est pas terminé. Par contre, l'IAB n'est pas responsable conjoint du traitement ultérieur. Ça, c'est assez logique quelque part, puisque là, quelque part, on met en place un traitement, mais c'est chacun des membres de l'IAB ou chacune des personnes qui ont utilisé ça va faire les données elles-mêmes. Donc ça, quelque part, elles vont prendre ces décisions et être responsables de traitement clairement. Par contre, la façon dont la Cour justifie ça est quand même un peu bizarre. Mais bon. Donc, clairement, la Cour des marchés ne dit nulle part que c'est illégal. En fait, il confirme les décisions de l'APD. Donc, en gros, ça signifie voilà, les parties relatives au traitement ultérieur, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis franchement, à manipuler quand même avec précaution. Et donc, avec un plan d'action de l'EAB qui avait été validé. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ne partez pas si vous utilisez les TCF en disant oui, c'est bon, on continue ou on s'en fout. Analysez quand même la chose par Mmh. rapport à vos usages pour voir si vous êtes en règle ou pas, parce qu'à mon avis, le feuilleton n'est pas fini. C'est ça. Bah, ce n'est jamais fini, hein, c'est pour ça qu'on propose des webinaires, heureusement, hein, d'ailleurs, on n'aurait plus rien à dire. Petite question de Dominique, qui dit: «On entend souvent que vu l'évolution de la technologie, les cookies vont disparaître et être remplacés par autre chose, le fingerprinting. Comment demander le consentement avec cette technologie?» Est-ce que tu as déjà un regard, là-dessus? Ouais, alors 2 choses. D'abord, le remplacement des cookies tiers, Google en parle depuis 2 ans, puis en annonçant périodiquement qu'ils renoncent à l'idée de les supprimer, puis qu'ils les remettent quand même et puis qu'ils vont les supprimer, donc enfin. Donc voilà, il y a des réflexions plus globales qui vont se poser, on en parlera un petit peu tout à l'heure, clairement même sur l'avenir des sites internet. Hem Et quant au fingerprinting, il est, parfois utilisé aussi pour, identifier ce qu'on appelle des cohortes. C'est-à-dire que ce ne sera plus des individus, mais des types d'utilisateurs qui ont les mêmes comportements. Donc Ouais. à voir est-ce que ça reste encore dans les données personnelles ou pas? Et le fingerprint par rapport à des comportements individuels. Alors d'autres vont jusqu'à créer des véritables jumeaux virtuels, c'est-à-dire en fait notre double virtuel de tout ce qu'il a fait et cetera. Clairement, à partir du moment où il y a des collectes de données, il faudra mettre en place un consentement à chacun des endroits où on collecte les données. Et Mmh. on va en parler tout de suite, notamment par rapport au suivi des emails. La tendance, clairement, est d'aller dans de plus en plus de transparence et de plus en plus de contrôle. Hem, on va parler maintenant d'un outil que tous les marketeurs qui sont, dans l'assemblée connaissent, utilisent, au quotidien. Il s'agit de Google Analytics qui serait, illégal techniquement depuis, quelque temps. Google Analytics, c'est compliqué. Enfin bon, de toute façon, sinon ça ne m'amuserait pas. Mais clairement, c'est lié évidemment aux relations Europe-États-Unis. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais enfin, vous savez que donc on a eu le Privacy Shield, qui était l'accord Europe-États-Unis, qui a été cassé par la Cour de justice. Quelque temps plus tard, la Commission européenne a mis en place le Data Privacy Framework,
qui en gros reconnaît que la réglementation aux États-Unis est équivalente au RGPD, ce qui est totalement faux, et en particulier parce qu'il y a aux États-Unis cette fameuse section 702 qui permet aux services secrets, aux services de renseignement américains de demander aux sociétés américaines l'accès aux données des citoyens, notamment européens, ce qui est évidemment totalement contraire au RGPD. Alors, il y avait un comité qui avait été mis en place, qui est le Civil Liberty Supervision, qui supervisait quelque part ce genre de truc. Et il se trouve que le président Trump a viré 3 des 5 membres parce qu'ils étaient démocrates. euh, Ce qui fait que ce comité n'avait plus Mmh. d'existence, enfin ne pouvait plus fonctionner, ce qui a posé quelques problèmes. Depuis, il y a eu une réaction de ce comité qui a dit: «Non, non, ils ont la renommé bah, il y a un tribunal qui a renommé les membres que Trump avait, virés et le comité a publié un communiqué disant qu'en fait, non, ils fonctionnaient très bien». Bon, ce qui n'empêche pas quand même que les Mmh. demandes se fassent. Le Parlement européen avait écrit à la Commission justement par rapport à ça en disant: «Oui, enfin, on fait quoi?» Et la Commission a répondu: «En gros, tout va bien puisque le comité fonctionne bien». Ça n'empêche pas, bien entendu, qu'il y a quand même ce contrôle, cette surveillance de masse qui est mise en place par les États-Unis et qu'il y a des recours déjà qui vont arriver à la Cour de justice contre le Data Privacy Framework. Alors aujourd'hui, par rapport à j'ai repris un peu l'historique, Tu viens de quelque nous le faire d'ailleurs. pardon? Une ligne tu viens de nous la faire, une petite ligne Oui, du c'est ça. temps, sans regarder. Quel C'est, homme. bah, oui, à force, je finis par la connaître par cœur. Et donc aujourd'hui, bah, le gros problème qui se pose par rapport à Google Analytics, même si c'est particulièrement performant, c'est que contrairement, par exemple, à Microsoft, où on peut dire, bah, il n'y a pas vraiment d'équivalent à tout l'écosystème Microsoft, il y a des Mmh. équivalents à Google Analytics et le plus célèbre est dans Matomo, qui est une société française et un certain nombre d'ailleurs d'organismes sont passés à Matomo justement parce que c'est une société française. C'est beaucoup plus compliqué de justifier aujourd'hui de continuer avec Google Analytics sans rien faire parce qu'il y a des Mmh. alternatives européennes et qu'il y a un véritable risque que les données soient collectées aux États-Unis et donc en contradiction au RGPD. Il y a une autre solution, la CNIL, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous verrez sur les slides si vous le souhaitez ou sur le site de la CNIL, c'est la proxification, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place un proxy entre l'envoi des données et l'arrivée sur Google Analytics, ce qui fait que GA n'a plus que des données, des données anonymisées. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de mettre tout ça en place alors qu'il suffit de changer de système de suivi des comportements? Bonne C'est ça. question. Mais ça, je vous laisse libre, bien entendu. Mais en tout cas, c'est une question à se poser et si dans vos organisations, on se pose la question, bah, la réponse n'est pas évidente et mon conseil, c'est plutôt de dire, bah, Google Analytics, si vous pouvez changer, bah, faites-le parce que ça va être compliqué de justifier qu'on continue. C'est ça. Bah, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, de Google et qui faisait souvent machine arrière vis-à-vis des cookies tiers. Christophe dit, Google vient d'annoncer qu'il abandonnait sa sandbox, Ouais. censée remplacer, les cookies Je tiers crois que ça doit être la justement. troisième fois qu'il annonce. Le problème, c'est qu'on sait enfin, Google change d'avis assez souvent par rapport à ça. Donc, je crois qu'on a depuis 3-4 ans, on a déjà fait plusieurs webinaires sur le sujet en disant qu'est-ce qu'on va faire quand ils l'auront Mmh. abandonné. Ah, bah, ils ne l'abandonnent pas. Et puis, ils rebelotent. Voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, on est dans une phase où ils n'y renoncent pas. Question de Dominique qui dit: «Que pensez-vous de Lead Info, qui suit le comportement d'un visiteur sur le site, soi-disant de manière anonyme, sauf que pour les entreprises en personne physique, l'adresse IP est liée à un seul utilisateur, car le consentement n'est pas demandé au visiteur s'il est OK qu'on trace sa visite du site». Mais clairement, d'abord, il y a toujours le problème de qu'est-ce que c'est qu'une donnée anonyme. Alors, il faut quand même en revenir à la base. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet directement ou indirectement d'avoir accès à une personne. À partir du moment où on collecte l'adresse IP, c'est une donnée personnelle. Et donc, le suivi d'un comportement d'un internaute sur le site ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il n'y a aucun lien ne serait par rapport à son adresse IP. Et si effectivement, on a une adresse IP qui est liée à un utilisateur ou même à plusieurs, est-ce qu'il y a moyen de faire le lien? Si on fait le lien, bah non, à ce moment-là, il faut effectivement un consentement. Voilà qui répond à la question de Dominique. N'hésitez pas, hein, à poser vos questions comme le fait, justement Dominique. Maintenant, on va passer à un autre point et on a d'ailleurs un petit sondage pour vous à ce sujet.
On va parler des pixels d'ouverture de mail, hein, le suivi de mail. Et on vous pose la question dans l'onglet sondage. À votre avis, est-ce que ces pixels de suivi d'ouverture, est-ce qu'ils sont légaux? Dites-le nous dans l'onglet sondage. Vous avez le choix entre oui, non et pour le moment. Pour le moment, oui ou pour le moment, non? C'est oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu oui, c'est une bonne remarque. Euh, Bah, pour le moment, ça veut dire que ça va peut-être changer. ça C'est déjà un indice en C'est un soi indice. peut-être. En tout cas pour l'instant, vous avez l'air de nous dire que oui. Enfin, c'est en train de se battre, pour l'instant à 50-50. Ouais. On va regarder un petit peu l'évolution. N'hésitez pas, votre vote est plus important que jamais pour trancher, votre avis. Pour l'instant, le oui à la faveur, des pronostics, donc ce serait toujours légal d'avoir ce petit pixel de suivi qui est très important lorsqu'on travaille dans le marketing digital pour tout ce qui est les newsletters, fatalement. Ouais. Beh, ça a toujours été une espèce de zone grise, par rapport à ça, parce que t effectivement, ça peut traiter de façon anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des statistiques et donc c'est pas nécessairement par rapport à certains Mmh, utilisateurs. Par contre, il y a des cas où on a vraiment les coordonnées de l'utilisateur, où là, effectivement, on est vraiment dans des données mmh. personnelles et où il y a pas de collecte et là, maintenant, ben, on va en parler. Donc on reste clairement dans le 50-50 ou à peu près. Donc, ça s'est sorti il y a très peu de temps. C'est un projet de recommandation de la CNIL, justement, relative aux pixels et je voulais vous en parler parce que c'est un projet. Donc, si vous êtes un acteur du secteur, bah, vous pouvez réagir par rapport à ça. La CNIL fait assez souvent ce genre de choses, donc ils font des projets de recommandation, et puis on peut réagir et on verra à ce moment-là ce qu'ils en font derrière. Donc l'idée, c'est, de mettre en place, l'adéquation entre le RGPD et les suivis les pixels d'ouverture de mail. Alors, sans rentrer trop dans le détail, tu vois, le temps avance. Donc il y a les acteurs, c'est l'expéditeur du courriel. Donc en fait, c'est vous qui utilisez évidemment, ce système et envoyez des mails à vos clients. C'est un des acteurs. Il y a le prestataire de services d'emploi ou d'emailing, comme, bah, Mailchimp étant un des plus célèbres, bien entendu. Donc, il fournit la solution technique d'envoi le courrier et généralement, c'est eux aussi qui proposent des fonctionnalités de suivi avec des pixels et donc dans ce Mmh. cadre-là, en termes de RGPD, c'est ce qu'on appelle un sous-traitant puisqu'il agit sous les instructions de la société qui veut envoyer les mailings Et si je et veux faire le pont avec ce qu'on a dit juste avant, mais Mailchimp qui est acteur américain aussi. ouais, ah bah, oui. Le prestataire de services de location de diffusion, donc là, il va mettre en place une solution clé en main pour renvoyer des communications et donc là, il faut voir si il, utilise des suivis de pixels ou pas, comment et cetera. Donc il faut regarder qui fait quoi. Donc il y a une question de responsabilité en matière de RGPD. Donc il faut vraiment ce qui est important, c'est tant pour le prestataire de services de courriel que la location de listes, c'est d'être certain d'abord qu'il a bien le droit de vous fournir ces listes, Mmh. quelque part, qu'il a bien eu, l'acceptation et de voir si on est dans une relation, sous-traitant, responsable traitant, ce qui change quand même quelques trucs. Donc c'est vraiment à analyser et donc dans les organisations, je recommande vraiment que le DPO mette son nez là-dedans. Alors, on a un fournisseur de technologie de traçage, qui peut être un acteur tiers par exemple, spécifiquement. Alors si c'est clair que lui aussi utilise les pixels pour ne serait-ce Mmh. qu'améliorer sa solution, bah, il est évidemment responsable de traitement aussi, donc puisqu'il va collecter des données par exemple, pour voir comment les gens réagissent à, l'utilisation. Donc c'est intéressant aussi de voir quelles sont les relations avec lui et puis le fournisseur de messagerie proprement dit, Outlook par exemple, bah, clairement, quel est son rôle là-dedans? Est-ce que c'est un acteur à part? Est-ce Mmh. qu'on lui met une technologie en plus ou pas? Donc à voir par rapport à ça. Et donc la CNIL considère qu'en fait, il y a un certain nombre de cas dans lesquels il y a un consentement préalable du destinataire. Préalable, ça veut dire que vous devez avoir son consentement avant d'envoyer le mail. C'est à peu près aussi compliqué Mmh. que quand on parle de la prospection en B2C, puisque si en B2B, on peut faire de la prospection en ayant une raison, en disant voilà, je vais faire la prospection pour du matériel audiovisuel chez Adrien qui gère et organise des webinaires, OK, là, ça va. Par contre, si je veux m'adresser à Adrien en personne physique pour lui vendre un abri de jardin, bah, je dois avoir son consentement avant de Mmh. lui envoyer le mail. Bon. Et donc ici, c'est un peu la même chose. Et donc, il faut informer les consommateurs sur le
qu'est-ce que c'est que cette mesure de taux d'ouverture, à quoi ça va servir, et voir un peu comment on va faire éventuellement pour la personnalisation des messages, l'adaptation des fréquences, la création de profils, la détection de fraude. Donc, vous devez expliquer aux consommateurs tout ce que vous allez faire avec cette information que vous avez recueillie quelque part. Mmh. Alors, ce qu'on ne doit pas demander, c'est quand c'est des mesures de sécurité de l'authentification. Donc ça, dans certains cas, ça va puisque bon, c'est pour la sécurité quelque part des données et des mesures de taux global. Par exemple, si vous envoyez une campagne d'email de 150 mails, 150 000 mails et que vous voulez savoir combien de personnes l'ont ouvert et que vous avez, OK, il y a 35 qui l'ont ouvert au bout de, etc. Mais vous n'avez pas accès aux données des personnes, ça va. Mais le problème, c'est les modalités pratiques. Et là, ça ne va pas être coton parce que le destinataire doit être conscient de la portée de son consentement s'il envisage de le donner. Donc, l'information doit lui permettre d'identifier le canal utilisé pour l'utilisation des pixels de suivi, l'adresse du courriel qui sera utilisée et de comprendre que les traceurs sont déposés sur l'ensemble des terminaux sur lesquels il est susceptible de consulter ces courriels. Bon, donc vous voyez, la politique de vie privée, ça va pas être triste. Et donc, ce que la CNIL propose, c'est privilégier un recueil de consentement au moment de la collecte de l'adresse électronique concernée. Donc, ça veut dire que la première fois que vous collectez l'adresse électronique de quelqu'un, vous devez lui expliquer que vous allez, quand vous allez lui envoyer un mail, ce que vous allez faire comme politique de suivi des pixels. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà rajouter quelques paragraphes dans votre politique de vie privée et au moment de la première collecte. Et alors, si éventuellement ce n'est pas possible, eh bien, à ce moment-là, il faut procéder à la sollicitation du consentement par l'envoi d'un premier message sans traçage pour leur demander s'ils sont d'accord. Donc, vous allez recevoir un message disant: «Bonjour, je suis la société machin, je veux vous envoyer un mail», que d'ailleurs je peux vous envoyer parce que vous avez donné votre accord il y a 6 mois. Mais comme je veux mettre en place un pixel de suivi, je dois vous demander si vous êtes d'accord. Vous imaginez le taux de réponse, hein? Donc, on va être dans les 1% qui vont dire non et les autres qui vont jamais répondre. Mais ce qui est hallucinant, c'est que donc ça veut dire qu'on va se retrouver face, c'est un peu comme en 2018, on a envoyé des courriers en disant: «Vous êtes dans ma base de données d'avant le RGPD, est-ce que vous voulez y rester?» Mais il y a jamais on répondait jamais à ce genre de choses évidemment. Donc pratiquement parlant, ça va pas être simple. Alors je peux comprendre qu'effectivement, c'est quand même une collecte de données personnelles. Enfin, je sais qu'il y a déjà un certain nombre d'acteurs en France qui ont réagi par rapport à ça. Par exemple, pratiquement parlant, ça va être ingérable. Mmh. Ouais, Mais clairement. c'est important et c'est vraiment quelque chose que c'est une de mes conclusions, vous le verrez tout à la fin, c'est vraiment de suivre l'actualité parce que Mmh. ça bouge tout le temps et qu'au niveau du marketing digital, il faut vraiment Ouais. être, suivre tout ce qui se Et passe. ça défie un peu, la logique, Bah du oui, métier en tant que tel. Dominique qui absolument. dit et en plus qui dit consentement dit aussi qu'à tout moment l'utilisateur doit pouvoir le retirer s'il le Ah souhaite, oui, donc ça aussi. il Ouais. faut bien le stipuler. Dominique pose aussi la question, comme l'inscription à une newsletter se fait via un double opt-in, peut-on imaginer qu'on ajoute cette option de consentement séparément à cet opt-in? Mais c'est une bonne question parce que, comme le consentement doit être spécifique, donc je m'inscris à une newsletter, donc je donne mon accord pour qu'ils Ouais. utilisent mon newsletter, mais là, c'est un autre traitement de données. Donc idéalement, devrait imaginer que dans les inscriptions des newsletters dans le futur, on ait 2 cases à cocher. Voilà, donc c'est une idée, La vie est belle. effectivement. Hem, on va passer maintenant à un tout autre sujet qui rejoint un petit peu finalement, bah, ce qui était la Ouais. dynamique de ce cycle qui est, l'intelligence artificielle et tu as une première question un peu cynique, on va dire, Mmh. que on vous propose dans l'onglet sondage. C'est à votre avis, est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle va-t-elle tuer, Google? Pas sûr, hein, tu le teases déjà dans ta table des matières. Oui, non ou Google non, mais les sites d'infos oui. Bah, dites-le nous, dans l'onglet sondage. D'autant plus que, bah, je ne s pour les utilisateurs de Google Chrome, ça y est, maintenant, dès que vous posez une question dans Chrome, il vous donne une réponse, déjà préfaite via Gemini, qui d'ailleurs est, à prendre avec des grosses pincettes parce que j'ai fait le test hier, enfin pour un autre événement que j'ai, il m'a mélangé, enfin voilà, c'est encore à prendre vraiment avec des pincettes ce qui vous sort, hein. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il y a une étude assez récente d'une université de Hong Kong, ça date d'il y a quelques semaines, qui a testé ChatGPT 4.0 en lui posant des questions basiques, genre vrai, faux. Mmh. Napoléon est mort, la Terre est ronde, en fait des choses, bon,
36% d'erreurs, C'est déjà quand même pas mal, ce ouais. qui est quand même beaucoup, Ouais, hein. effectivement. Pour la majorité d'entre vous, non, l'IA ne va pas tuer, Google. Qu'en pensez, Jacques? Bah, en fait, il va peut-être pas tuer de Google, mais il est peut-être un peu malade quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on constate en fait que Google est moins utile et en fait, on a vraiment des diminutions de taux d'utilisation dans 2 cas. D'abord de Google puisqu'en fait, bah, les consommateurs de base qui d'ailleurs généralement ne savent pas ou se rendent compte, parfois pas, exceptionnellement que leur, ChatGPT, dont c'est d'ailleurs toujours la première version parce qu'ils ne veulent pas prendre de modèle payant, donc ils ont évidemment une version qui est pas terrible. Mmh. Et qu'ils utilisent pour, leur vie quotidienne, bah, clairement, c'est plus facile et c'est plus drôle d'entendre la voix de ChatGPT qui dit que, bah, que la recette de la tarte aux pommes, c'est comme ça qu'on l'a fait, que d'aller voir sur Marmiton et quelques autres. Mais voilà, donc il y a moins de recherche. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est comme ça que Google a justement mis Mmh. au devant ces liens sponsorisés, une réponse par IA. Et en fait, les premières statistiques qui sont sorties montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui cliquent sur la solution A et qui ne vont plus voir Mmh. ailleurs. Bon. Donc, on a des traits. J'avais fait une chronique dans le Soir il y a quelque temps là-dessus, et il y a eu plusieurs articles un peu partout en Europe sur ce sujet. C'est qu'en fait, les sources d'information aujourd'hui, c'est l'IA. Il y a une étude qui est sortie récemment que en Allemagne, quasi la majorité des gens ont comme source d'information l'IA. OK. Bon, alors, si vous posez à l'IA et essayez de vous expliquer le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine ou le conflit entre Iran et Israël, vous allez être surpris. Parce qu'il va vous répondre, mais il faut quand même jamais oublier que l'IA ne fait que répondre de Oui, façon une probabilistique. probabilité, Et ouais. donc, en gros, c'est, voilà, vous allez avoir une réponse, mais faites quand même attention parce que ça reflète le contenu d'Internet. Et comme vous savez, il n'y a pas que des choses intelligentes sur Internet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à avoir un shift vers les communautés, c'est-à-dire qu'on commence de plus en plus à demander l'avis de ses copains, notamment dans les réseaux, et vers l'IA par rapport à l'information telle qu'on la demandait Mmh. encore sur Google il y a quelque temps. Et donc, est-ce que ça va tuer Google? J'ai repris dans la question une des enquêtes qui avait été faite par la RTBF. Ben, la majorité, enfin 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires du moteur de recherche, c'est la pub. Et la pub, c'est Google Search, c'est les AdWords Mmh. évidemment, mais est-ce qu'on va encore avoir des AdWords? Et la question qu'on avait posée, tu t'en souviendras, Adrien, quand Ugré était venu, Mmh. c'était de se dire, mais finalement, si quand j'ai envie de changer de voiture, je demande à Gemini, Grok, DeepSeek ou autre, quelle voiture je dois prendre, mais comment est-ce qu'une marque va essayer de s'arranger pour être dans le numéro un de la réponse de ChatGPT ou Mmh. DeepSeek? Donc il y a des business models intéressants et donc est-ce que c'est les agences qui vont le faire? Est-ce que les marques vont les négocier directement, pour avoir des espèces de liens sponsorisés dans l'IA? Mais comment est-ce qu'on va mettre en place? Bah, Mmh. tout ça est un peu compliqué, mais en tout cas, et on a une autre statistique qui était intéressante aussi, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les sites qui font des tutos, donc des explications, Mmh. comment mettre je sais pas, construire une armoire IKEA, comment faire une tarte aux pommes, moins 40 de visites. Pourquoi? Parce que les gens posent la question à une IA, C'est ça. et lui font confiance. Et le problème, c'est ça, c'est qu'ils lui font confiance alors que vraisemblablement, si vous allez sur un site, je dirais de cuisine, bah, probablement qu'ils ne vont pas se tromper dans la recette. Je ne serais pas certain que le 100 des recettes de cuisine données par une IA ne sont pas, rappelez-vous l'idée, enfin, quand on demandait à ChatGPT version gratuite, qu'est-ce qui était plus gros, un œuf de poule ou un œuf de jument, Mmh. qui disait que c'était l'œuf de jument, mais qu'il ne conseillait quand même pas de le manger parce qu'il ne trouvait pas de recette. Donc voilà, on a quand même parfois des doutes sur la fiabilité de l'information. Ouais et comme tu le dis, enfin, ça pose aussi 2 problèmes. C'est d'une part, l'esprit critique qu'il va Oui. falloir continuer, plus Ah, que jamais à exercer et aussi, il y a un coût environnemental, écologique derrière toute cette oui. IA et donc vient aussi se poser la question de se dire: «Est-ce qu'on va vraiment gaspiller autant de ressources pour faire tourner une IA pour demander quelque chose d'a priori simple où on peut trouver l'information, alors qu'on pourrait, voilà, aller la chercher ailleurs?» Alors, il y a une étude qui est sortie là-dessus, j'ai lu ça pendant mes vacances, qui est dans le bouquin qui a été fait par un des cofondateurs de Siri, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et dont le premier bouquin était «L'intelligence artificielle n'existe pas» et celui qui vient de sortir, c'est «L'intelligence artificielle n'existe toujours pas». Donc vous le trouverez en quelques clics. Heu
et il a fait une analyse justement sur l'impact écologique. Donc, une requête d'une IA générative, c'est 4 fois plus de CO2 qu'une requête sur Google. Et demander 100 mots à une IA générative, c'est 3 litres d'eau de refroidissement d'un Mmh. data center. Et c'était intéressant de constater d'ailleurs que certains, dont par exemple Microsoft, construisent des centrales nucléaires pour avoir l'électricité pour leur data center. Alors Donc, qu'on veut s'éloigner de ce Voilà. nucléaire. Donc, on a vraiment un besoin d'électricité extrêmement important pour les data centers. Et alors, malheureusement, c'est que je n'ai vu aucun projet de réglementation au niveau écologie. On vient d'entendre, enfin, dans la voiture, je l'entendais ce matin, qu'on a dépassé, je ne sais plus quel, enfin bref, que le 1,5, on n'y arrivera jamais, 1,5 degré Mmh. d'augmentation. Il n'y a aucune réglementation par rapport à comment À trouver l'émergence de ces à l'émergence des technologies-là liens. qui vont impacter Et ça. Sam Altman, il n'y a pas tellement longtemps, a publié un article dans lequel il disait arrêtez de dire merci à ChatGPT parce Ouais. que ça bouffe beaucoup d'électricité et ça consomme beaucoup d'eau alors que ça ne sert à rien. Donc, Et donc, ben, on a évoqué pas mal de choses, peut-être, pas trop réjouissantes, ouais. notamment pour vous, si dans le public, ben, vous travaillez, en tant que marketeur, mais dans des agences aussi. Et donc, on va voir un petit peu, beh, quel avenir finalement pour, ces agences aussi et comment, s'adapter? Alors ça, c'est un peu la question qui se pose et notamment dans les formations en marketing digital, puisqu'en fait, je m'occupe notamment de la formation en marketing digital de l'ICHEC, pour la discussion ici au niveau de celle de Techno aussi. Euh, ce qu'on appelle le SEO, le SEA, donc en fait le référencement sur Google, est-ce que ça a encore un Mmh. sens à partir du moment où les gens vont plus aller sur Google? Donc, est-ce qu'on ne doit pas revoir et comment, quelque part, mettre en avant les sites internet, heu, voilà, comment passer peut-être plus vers les réseaux sociaux puisqu'en fait, on a vu, il y a des tendances de retour vers la Mmh. communauté. N'oubliez pas, par exemple, que TikTok est la seule source d'information des jeunes entre 18 et 25 ans en Angleterre, la seule source d'information. Donc ça veut dire qu'il faut être là, parce que si vous n'êtes pas là, vous Mmh. n'existez pas. Donc il y a des évolutions, alors allez voir peut-être dans Reddit, dans Discord, enfin d'autres plateformes. Donc il y a vraiment des réflexions intéressantes au niveau des agences, et dans les solutions IA pour voir un peu des communautés de niche éventuellement, enfin la fameuse grande traîne, qu'on connaissait déjà. Mais donc il y a vraiment des influences, des influences assez importantes et heu, quand on réfléchit, je dirais, au programme de marketing digital d'une formation qui commencera en septembre de l'année prochaine, il y a plein de formateurs qui se posent plein de questions et je ne suis pas certain qu'ils vont donner les slides de l'année passée. C'est ça. Ouais et compliqué de préparer son contenu à l'avance aussi parce que les choses Ah bougent oui, ça énormément. D'ailleurs, tu nous as aussi mis, on le verra tout à l'heure, des infos qui datent, toutes ah oui, fraîches d'hier. c'est hier ou avant-hier. Et donc l'IA impose clairement un repositionnement. C'est des articles du Trends que j'ai repris, qui datent d'il y a quelques jours aussi. Et donc clairement, les agences de marketing digital doivent se repositionner et aider leurs clients à rester, top of mind, mais avec, l'IA et cetera. Et alors il y a aussi évidemment, dans le fonctionnement des agences elles-mêmes, le fait que, il y a un certain nombre, et comme partout d'ailleurs, un certain nombre de tâches que l'IA peut faire, des tâches administratives et sans valeur ajoutée, clairement, on va les transférer à l'IA. Et on voit d'ailleurs certaines sociétés américaines, on l'a vu notamment chez IBM, où on a viré plusieurs milliers de personnes en disant clairement que c'était à cause de l'arrivée de l'IA. Et là, on peut quand même se poser quelques questions éthiques par ailleurs, c'est de dire est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose en termes de formation ou d'accompagnement pour ces gens, de façon à ce qu'ils restent performants dans le C'est ça. monde post-IA quelque part. Mais bon. Et donc, l'IA devient vraiment une priorité stratégique pour les agences. C'est ça le blog du modérateur par rapport à ça, qui a fait une étude sur donc les Chief Marketing Officer pour 2025. Donc, dans 80% des cas, c'est effectivement l'IA qui est la priorité, et pas uniquement pour l'optimisation des processus, mais aussi l'analyse des données, automatiser les campagnes, interaction hyper Ah, la personnalisée. Ça, personnalisation, ouais, on va effectivement. vraiment très, très fort par ça. Tout en n'oubliant pas, et c'est moi qui l'ai rajouté en dessous, le RGPD, bien entendu, mais aussi l'IA Act, qui est en fait la réglementation par rapport à ça et qui, depuis le mois de février passé, vous oblige dans les organisations de faire une formation de vos collaborateurs en matière d'IA et de suivre tous les projets IA. Je suis pour le moment assez effaré quand on va chez nos clients de constater qu'il n'y a quasiment rien.
Et parfois, il y a tellement même rien que vous posez la question à un directeur marketing qui dit non, non, on fait rien sur l'IA. Et puis vous allez voir des gens dans son département qui sont tous en train de développer des trucs, mais qui font ça bidouille dans leur C'est coin ça. pour trouver des idées qu'ils iront peut-être proposer plus tard. Mais ils sont déjà en train de travailler dessus. Et donc, tout ce qui est accompagnement à ce niveau-là pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, il y a une vraie responsabilité. Et n'oubliez pas que le non-respect de l'IAX, ben, ça entraîne aussi des sanctions. Comme c'est une nouvelle autorité qui va l'utiliser, le suivre, qui est l'IBPT, donc l'Institut belge des télécoms, qui a été désigné pour suivre la réglementation sur l'IA, ben, peut-être qu'eux vont être beaucoup plus sévères que l'autorité de protection des données. On verra. Et donc, quand on regarde les priorités marketing, ça c'était en France, mais on voit clairement que bah, l'utilisation de l'IA est clairement la priorité des priorités dans le secteur du marketing. C'est très clair. Bah, et on s'en doute d'ailleurs que c'est probablement votre priorité aussi, Ah hein, oui, dans le public, si vous êtes là. j'imagine. Vous qui vous avez suivi les webinaires précédents et puis comme je l'ai dit, hein, il y a des news, toutes fraîches, notamment celle que tu vas nous proposer ici avec, WhatsApp qui avait juré de ne jamais mettre de publicité et finalement, il prendrait un virage, contraire à ce qu'il avait toujours annoncé. Alors, quand on parlait des news, donc ça date du 16 et donc il y a 2 jours. Donc, ben voilà, Meta a donc annoncé qu'ils allaient introduire des publicités sur WhatsApp qui seront basées sur les données de Facebook et d'Instagram. Donc, on croyait qu'en étant sur WhatsApp, on était dans un message complètement encrypté, Mmh. indépendant, anonymisé, machin, etc., donc on ne risquait rien. Et donc maintenant, en fait, ils vont utiliser tout ce qu'ils savent de nous dans Insta et Facebook pour nous envoyer sur WhatsApp des publicités personnalisées. Alors évidemment, ça fait hurler None of Your Business, qui est l'ONG qui suit tous les aspects vie privée. Et pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous recommande de les suivre. D'ailleurs, et pour ceux qui s'intéressent au RGPD, ils ont un truc qui s'appelle GDPR Hub, qui reprend toutes les décisions qui sont prises dans toute l'Europe à ce sujet-là. Et donc là, voilà, donc ça date d'il y a 2 jours. On ne sait pas comment les autorités vont réagir par rapport à ça. Est-ce qu'ils le feront partout? Parce qu'on constate quand même aussi que Facebook a parfois tendance à mettre en place certaines choses aux États-Unis, mais pas encore partout. Donc peut-être qu'en Europe, on y échappera à cause du RGPD. On verra, mais c'est ça, ça bouge tout le temps. Et donc, c'est clair que s'il y a des publicités WhatsApp basées là-dessus, ben, ça veut dire que les agences vont évidemment Mmh. trouver des moyens de mettre en place des communications pour être dans les messages WhatsApp C'est de ça. leurs clients, quoi. Donc, de nouveau, ben, on ouvre une nouvelle porte, Nouveau canal, donc il va falloir bien trouver entendu. comment y arriver. Tu dis que ça bouge toujours et d'ailleurs, on parle de modification Ouais. du RGPD. À votre avis, est-ce une bonne idée ou pas, tout simplement? Qu'est-ce qui fait que tu poses cette question? Enfin, quelles sont les choses, les modifications, que cela entraînerait? Ben, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Alors, en fait, il faut reprendre l'historique. Il y a quelques mois, la Commission européenne précédente, puisque c'était à fin d'année passée, c'est encore Didier Reynders qui était le commissaire en charge, avait dit on ne va jamais toucher au RGPD, la protection de données personnelles des citoyens européens, c'est une priorité, etc. Bon. Puis, Madame van der Leyen avait demandé à Mario Draghi de publier un rapport sur la compétitivité et l'innovation en Europe. Et une des conclusions, beh, qui fait une demi-page dans le rapport, Mmh. c'est qu'il y a ce qu'il appelle une overregulation, une surréglementation au niveau européen qui freine l'innovation et qui freine le développement, notamment des projets d'IA, et en particulier le RGPD, 4 lignes, dans lequel il dit que ça coûte cher, que ça coûte jusqu'à 500 000 euros aux PME et jusqu'à 10 millions aux grandes entreprises. Alors, je me suis amusé à l'Assemblée, enfin au DPOD, donc la journée de conférence qu'on fait tous les ans pour l'anniversaire du RGPD, où il y a plein de DPO dans la salle, où je leur ai dit qu'à mon avis, on avait des soucis et qu'on facturait probablement pas assez, Trop parce que je peu. crois que personne n'a jamais facturé 500 000 euros pour une PME, et même dans des pays voisins où les honoraires sont plus chers. Donc, je ne sais pas où il était cherché ce chiffre. Et donc, une des conséquences de ce rapport Draghi, c'est que la Commission européenne a dit oh, on va toucher au RGPD. Mais en fait, ils ne touchent pas grand-chose, puisque qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ben, ils ont rajouté une catégorie de PME qui s'appelle les small caps. Donc, c'est un peu capitalisation forte, mais chiffre d'affaires faible. OK, so what? Et deux, dans les obligations du RGPD, il y a l'obligation de faire ce qu'on appelle un registre des traitements, donc une description Mmh. de tous les traitements de données euh, que ne- qui ne devait pas être mise en place pour les organisations de moins de 250 personnes. Ils l'ont passé à 750. OK. Ça change la vie.
Donc, bon, par contre, le risque, il est autre et là, j'y reviendrai peut-être après le sondage. Eh ben, d'ailleurs, au niveau du sondage, 71% d'entre vous nous disent que c'est une bonne idée. Est-ce que tu partages, cet avis, Jacques? Pas du tout. Pas du tout? Mais la question évidemment, mais là, on n'a pas le temps de le faire, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi ceux qui ont dit que c'était une bonne idée. Alors si c'est pour limiter les contraintes du marketing digital, bah, faut jamais oublier que si on limite les contraintes, ça veut dire qu'on limite la liberté aussi et Mmh. la protection de la vie privée des consommateurs. C'est clair que la majorité des gens qui travaillent dans le marketing digital, le RGPD, c'est plutôt considéré comme un emmerdement. Bien entendu. C'est un des challenges des DPO notamment, c'est de travailler avec le marketing et on y arrive. Moi, on a quelques clients dans lesquels on a des gens hyper pointus du marketing digital qui, quand ils ont une idée un peu Far West, ben, nous téléphonent, ils disent tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, on parvient à mettre quelque chose qui est légal. J'ai souvent tendance à dire aux gens du marketing digital, ben, globalement, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut le dire. Il Mmh. y a quand même des choses qui sont un peu interdites, mais bon, je ne sais pas, faire des ciblages basés sur la religion, les opinions politiques, ça on ne peut pas. Mais pour pas mal de techniques marketing, bah, elles ne sont pas interdites, mais simplement, il faut expliquer aux consommateurs ce qu'on fait quelque part. Bah, Dominique, il nous dit: «J'ai mis oui dans le sondage, mais parce que je pense qu'il faut compléter et apporter des précisions, certainement pas supprimer des choses». Mais oui, alors c'est pour ça que j'ai parlé ma dernière tribune, ma dernière chronique dans le soir, de la boîte de Pandore, parce que malheureusement, et là, c'est là où j'ai beaucoup d'inquiétudes, c'est que ça va passer au Parlement européen et au Conseil. Alors, au Parlement européen, on a un certain nombre de parlementaires qui sont en faveur de la défense de la vie privée, mais on a évidemment un certain nombre de parlementaires qui sont plus influencés par les lobbies en matière d'entreprise, etc., et en particulier par les GAFAM, qui ont tous un bureau de lobbying assez important à Bruxelles. Donc, on va voir arriver, puisque la porte est ouverte, des tas de propositions de modification du RGPD. Alors, l'avantage, c'est que ça risque de prendre beaucoup de temps, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que ça va donner à la fin, on ne sait pas. Et au niveau du Conseil européen, mais on a certains chefs d'État qui considèrent qu'en fait, il faut absolument arrêter cette surréglementation européenne pour laisser libre Mmh. cours à l'innovation. Ce n'est pas les plus européens, les plus pro-européens non plus d'ailleurs, mais donc ça risque d'avoir des discussions assez importantes et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc tant qu'on ne touchait pas au RGPD, OK, j'ai jamais dit qu'il était parfait, mais enfin, le but, c'était quand même de protéger la vie privée des citoyens Mmh. européens, ça, il faut jamais l'oublier, et de mettre quand même un cadre par rapport à ça. À partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore, bah, comme dans la mythologie, bah, tous les maux de la terre étaient dans la boîte de Pandore, donc qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas, mais je suis pas très optimiste justement parce que la boîte est ouverte et Mmh. que tout le monde va se retrouver dedans, quoi. C'est ça. Bon, alors on a parlé d'énormément de choses, peut-être pas des plus réjouissantes, Ouais. certainement. Mais donc tu as voulu quand même repartir avec une dernière note positive et Oui. avec, des petits conseils, des petits plans d'action concrets dès maintenant. Que faire? Alors, oui, je m'étais dit que c'était quand même bien de terminer sur quelques conseils par rapport à toutes ces contraintes. D'abord, vraiment la transparence. C'est expliquer aux utilisateurs, expliquer à vos clients, à vos prospects ce que vous faites avec leurs données. Ça vaut la peine parce que c'est là-dessus que ça se base. Pas uniquement dans des privacy policy qui sont cachés quelque part et que personne ne lit, mais mettre en place la transparence. Il y a de plus en plus de sites, par exemple, qui mettent des textes indépendamment du texte juridique, qui mettent un texte d'accompagnement en disant mais, vous inquiétez pas, vos données seront conservées, etc. Enfin, d'expliquer à monsieur et madame tout le monde sans qu'ils doivent lire 4 pages de politique de vie privée qui sont du Mmh. vocabulaire juridique, évidemment, pas extrêmement sexy. Donc, ça peut être un avantage. Les collectes de données et les gestions de données, beh, c'est pas extrêmement compliqué de les mettre en conformité au RGPD. De nouveau, il faut suivre un peu, il faut faire des analyses de risque quand c'est nécessaire. Il faut réfléchir simplement à est-ce que c'est conforme et je vous dis par expérience maintenant, ça fait 7 ans qu'on accompagne, pas mal de sociétés, notamment au département marketing. On n'a quasiment jamais interdit un projet de se faire. Par contre, on dit: «Tiens, cette donnée-là, est-ce que vous en avez vraiment besoin?» Je pense à un cas qu'on a eu récemment dans le domaine hospitalier où, à l'accueil de l'hôpital, ils voulaient, avoir la religion, et l'état civil. Alors l'état civil, on dit: «Vous s'en servez pourquoi?» Dire: «Bah, finalement à rien». On dit: «Bon, bah, non» et la religion, on dit: «Ah oui, non, mais c'est pour les repas et pour les conseillers religieux». Je dis: «Bah, les repas, vous pouvez très bien servir un repas végétarien, c'est bon pour tout le monde».
Et pour les conseils religieux, ben, vous leur dites qu'ils peuvent aller contacter qui ils veulent et puis que les gens diront oui ou non. Et si j'ai un rabbin, un imam, un prêtre ou un conseiller laïque qui rentre dans ma chambre d'hôpital, ben, je peux leur dire, ben oui, ça m'intéresse de parler avec vous ou non. Mais vous n'avez pas besoin de collecter cette donnée. Donc, le principe, tout l'ensemble du système de gestion des données de l'accueil a été mis en place. On a juste retiré les 2 données, donc tout le monde est content. Mmh. Donc, c'est pas je dis les DPO et les gens qui vous accompagnent en matière de RGPD, c'est pas des emmerdeurs. Leur but, c'est pas de vous dire non. Le but, c'est de trouver une solution qui fasse un équilibre entre les deux. Alors, l'innovation éthique, oui, essayez quand même d'avoir des campagnes respectueuses de la vie privée, basées sur les données contextuelles, des données dont les consommateurs savent, bien entendu, qu'on les a collectées. Former les équipes. Alors, malheureusement, on constate assez souvent que les équipes ont été formées il y a 5-6 ans et puis que tout le monde a oublié. N'oubliez pas qu'il y a une obligation de formation à l'IA, qui est une formation globale de l'ensemble du personnel et une formation spécifique pointue pour ceux qui travaillent dans l'IA. C'est une obligation de l'IA Act et c'est en application depuis le mois de février 2025. Voilà, 2025, donc c'était avant. Bon. Donc, profitez-en, puisqu'il faut la mettre en place et qu'on va contrôler si vous l'avez mis en place, de rappeler quand même les grands principes. Et évidemment, suivez les évolutions. On les suivra avec vous dans les prochains séminaires aussi. Mais ça bouge tout le temps. Donc, les 2 dernières nouvelles que je vous ai données, c'est vraiment des choses qui datent d'il y a 1 ou 2 jours et qui changent fondamentalement certaines choses pour des campagnes marketing. Et c'est pour ça qu'on sera là aussi à la rentrée, hein, Absolument. lors de ce dernier quadrimestre de l'année 2025 pour vous donner les dernières informations, à ce niveau-là. On a eu 2 petites questions qui Oui. sont tombées que je vais, prendre, je ne les ai pas oubliées. Dominique qui demande: «Que penser des commerçants qui poussent leurs clients à mettre des avis, sur Google pour augmenter leur référencement? Doivent-ils annoncer les conséquences? Car les avis ne sont pas anonymes sur Google, ni pseudo-anonymes et des dérives sont dès lors peut-être possibles, profilage Google ou autre, par exemple. Alors, pour moi, il y a pas de problème particulier parce que c'est mieux évidemment d'expliquer aux clients, ce qui se passe. C'est toujours mieux d'être relativement transparent. Par contre, le client qui va sur Google, il est dans un environnement dont il a accepté et en fait, on ne peut mettre des avis Google que si on a soi-même un compte Google. Ouais, Donc ça veut dire qu'on a accepté les conditions générales de Google, qu'on a bien entendu lues avec grand intérêt, et donc on a compris et donc on est dans un écosystème qu'on a accepté et donc moi qui suis commerçant, vais demander à un de mes clients en lui donnant un QR code sur lequel il peut arriver sur mon Google My Business pour dire que je suis très bien, il y a aucun problème de légalité par rapport à ça puisqu'en fait, dans un écosystème Google dans lequel on est tous les 2, je lui demande de faire quelque chose mmh, qui est prévu. Donc a priori, le client sait et il sait quelles sont les conséquences et il sait qu'il y a son nom. Donc voilà. En termes de transparence, et là je rejoins Dominique, c'est peut-être pas plus mal de dire: «Tiens, vous savez, et cetera», le commentaire et d'ailleurs quand on met un commentaire Google My Business, on voit bien que c'est avec son nom et on ouais, voit bien les autres. Donc si le client a je sais pas parce que il n'a pas envie nécessairement qu'on sache qu'il est client de tel ou tel magasin ou de tel ou tel, service, il va se rendre compte qu'il y a son nom. S'il a pas envie, il ne le c'est mettra ça. pas évidemment et puis le pourcentage de gens qui sont poussés par le client à mettre des avis, ils disent: «Oui, je vais le faire», mais ils ne le font pas nécessairement, enfin voilà. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de risque particulier. Conseil de mettre de la transparence, OK. oui. Question de Nadia qui voulait revenir, tout à l'heure, on parlait du SEO et Ouais, avec, Hugues on avait parlé, de GEO si je me souviens bien. ouais, ouais. Avec l'intégration croissante de l'IA dans les moteurs de recherche qui, elles-mêmes s'alimentent de vastes volumes de données, la pertinence et la qualité du contenu ne demeurent-elles pas les facteurs déterminants pour un bon référencement naturel? Alors oui et non, un peu comme Guillaume. Hem, oui, dans le cadre classique avant l'IA. Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, la pertinence de l'information est totalement neutre par rapport à l'IA. L'IA se fiche complètement de savoir si c'est vrai ou pas. Va regarder si c'est effectivement s'il y a beaucoup de gens qui racontent la même chose, mais pas la véracité et la pertinence du contenu. Donc dans le modèle classique, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, l'existence même du SEO et d'ailleurs certains alors il y a tout et n'importe quoi sur les évolutions de l'IA, mais certains considèrent qu'en fait, c'est la mort des sites internet. Puisqu'en fait, est-ce qu'on aura encore sur des sites internet? Bon, bonne question. Mais il faudra qu'il y aille s'y alimenter quelque Oui, part. c'est ça et donc avec justement aussi une réflexion, globale qui est aussi dans un des bouquins que j'ai lu sur
sur l'évolution négative de la qualité de l'information, puisqu'en fait, l'IA va collecter, alors, si on parle des 36 d'erreurs, 36 d'erreurs de contenu, et ces 36 de gens, les gens vont les mettre sur internet. Et donc, au fur et à mesure, on va mettre de plus en plus de contenu qui est pas bon, pour arriver finalement à une qualité de contenu, en tout cas pour les IA génératives grand public global qui va. Donc la tendance va plutôt aller dans des trucs un peu plus pointus. Et donc, oui, la qualité de contenu est toujours intéressant. Maintenant, est-ce qu'on devra dans les 6 mois, années futures, toujours se poser la question, savoir du choix des mots dans le SEO pour arriver à avoir un ranking Google? Mais si plus personne ne s'intéresse aux sites qui sont proposés par Google, est-ce que ça vaut la peine Mmh. de passer du temps à même à demander à une IA de nous donner les mots qui vont devenir ceux qui sont importants? Donc il y a vraiment des questions importantes. Eh bien, voilà. En tout cas, merci beaucoup Jacques pour, Avec cette plaisir, comme présentation que toujours. tu auras tenue, dans les clous, hein, Ouais. de main de maître. Tu as bien fait de mettre ton timer, Oui, finalement. toujours. Merci beaucoup. On a répondu à toutes les questions, donc rendez-vous, je dirais, à la rentrée, hein, Mais oui, pour, d'autres webinaires. Donc continuez à suivre, les réseaux, de TechnoFuture pour être tenu au courant de, toutes les prochaines formations et tous les prochains webinaires qui pourront vous être proposés. On vous souhaite d'ici là de passer un super été, hein, chaud comme il le fait oui, aujourd'hui. On est pourvu que ça dure. On a les remerciements de Christophe. Merci à vous 2, très intéressant comme toujours. Ludwig, merci beaucoup. Voilà, les remerciements s'enchaînent. Merci Eric, Benoît, Valéria, Brigitte et Dominique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et donc rendez-vous à la rentrée. D'ici là, profitez bien de vos éventuels congés et à bientôt.